Kléber Rossillon, vous êtes gestionnaire de lieux culturels et touristiques. En août dernier, les éditions Descartes et compagnie ont publié Philippe Rossillon, l'inventeur de la francophonie, ouvrage consacré à votre père, dont vous avez écrit la préface. Quelle est la genèse de ce livre? Ce livre est le livre d'un écrivain, Bernard Le Charbonnier, qui a connu toute la période de l'action de Philippe Rossillon, je dirais dès le début, c'est-à-dire dès les années 60. Et après le décès de mon père, en 1997, tous les acteurs de la francophonie avaient l'habitude de se rencontrer, et Bernard Le Charbonnier a eu des discussions notamment avec Senghor, l'ancien président du Sénégal, qui lui disait un jour il faudra écrire tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a écrit ce livre sur Philippe Rossillon, l'inventeur de la francophonie, et c'est d'autres militants de la francophonie qui m'ont mis en relation avec lui. Et c'est à partir de ce moment-là que la rédaction de son livre a été lancée. Comment expliquez-vous que l'action de votre père ne soit pas davantage connue? Je dirais que l'action de mon père, elle a été très tôt, elle est très ancienne, elle date des années 60 et 70, c'était le moment où il a lancé toute la francophonie, toutes les institutions francophones. Ceux qu'il a créés, notamment les institutions francophones, la délégation à la langue française et surtout l'Organisation internationale de la francophonie, sont les descendants directs de son action. C'est-à-dire que si son action en tant que telle n'est pas connue, il n'en est pas connu comme en étant l'auteur, autant les institutions qu'il a créées de la francophonie subsistent aujourd'hui et sont connues et très actives. Quelle est la place de la francophonie aujourd'hui, à l'heure où le franglais impose son conformisme dans tous les domaines? La place de la francophonie, il y a deux choses. Il y a la langue française, ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la langue française qui est envahie, si on peut dire, par le franglais, par des expressions anglaises. C'est ce qu'on voit beaucoup en France, notamment, hein, parce que ça c'est assez propre à la France. Et puis il y a la francophonie dans le monde. Cette francophonie, elle est très vivante. Elle explose en termes de locuteurs, hein, de gens qui parlent français, dont c'est la langue maternelle. Et effectivement, en tant que langue universelle, elle aspire à avoir un rôle d'universalité qu'on peut comparer à celui de la langue anglaise, qui est aussi une langue universelle. Quel souvenir gardez-vous de l'action de votre père? Et cela a-t-il orienté vos choix de vie? Mes souvenirs de l'action de mon père datent de ma jeunesse. Il avait 22 ans quand je suis né. J'ai quitté la maison où il avait 40 ans, et c'était à la fin de sa période où il a été le plus actif, le plus au pouvoir, je dirais, en France. Et donc, moi, ce que j'ai vu, c'est je l'ai vécu en tant qu'enfant. Et je voyais venir à midi, parce que très souvent, mon père invitait à déjeuner tous ses interlocuteurs. Voilà, pendant toute ma jeunesse, j'ai vu les militants francophones, les fonctionnaires, les visiteurs étrangers qui venaient à la maison. Et comme mon père était assez accueillant, il y avait également des gens qui vivaient à la maison, des Acadiens, des Québécois, qui vivaient chez nous, qui partageaient la maison. Et le souvenir le plus frappant, c'est la langue. Tout simplement, on entendait l'accent québécois, on entendait l'accent acadien à la maison. Et ça, c'est un très grand souvenir. Dire que ça a orienté ma vie, non. C'est pas ça qui a orienté ma vie, mais par contre, ça a été très, très important pour moi. Inaugurée par le président de la République le 30 octobre dernier, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts se donne pour mission de promouvoir une vision commune de notre langue. Votre père y a-t-il une place? Je ne suis pas allé à Villers-Cotterêts,
Mais je crois que mon père n'y a aucune place. La seule place, enfin, de manière visible, ostensible, Villers-Cotterêts, c'est une participation à la francophonie, c'est une action de la francophonie, c'est là que l'Organisation internationale de la francophonie tiendra son sommet au mois d'octobre 2024. C'est un lieu de la francophonie. Mais aujourd'hui, il faut le dire, c'est un peu le tombeau de la langue française. Le tombeau musée de la langue française, je crois que c'est un très beau monument, un très beau musée. Il va y avoir des actions importantes. Ça va être un lieu de rencontre. Le plus important, c'est que la francophonie dans le monde, c'est qu'il y ait des élèves qui apprennent le français au Mali, au Niger. Voilà ce qui est peut-être le plus important pour la francophonie. La conception universaliste de la francophonie portée par votre père est-elle encore comprise aujourd'hui? D'abord, est-ce que le français est une langue universelle? Est-ce que c'est compris dans le monde comme tel? Oui, le français est une langue universelle, mais aujourd'hui, il n'est pas bien entendu que cette langue puisse être utilisée comme la langue universelle. Tout le monde pense à l'anglais. Et là, récemment, je viens de recevoir une invitation du President of the French Republic pour faire la promotion de la culture et du tourisme en France. Et cette invitation, il me l'a adressée en anglais. Les gens n'ont pas du tout intégré la révolution de la traduction automatique, qui fait que les langues universelles pourront être plusieurs parce que dans le monde, et les cultures et les langues maternelles pourront subsister et pourront être des langues scientifiques avec la traduction automatique qui permet à tout le monde de passer de sa langue maternelle à une langue universelle comme le français. Et donc, aujourd'hui, cet universalisme, il est rendu possible, et ça c'est tout à fait nouveau, par la traduction automatique, que mon père appelait déjà de ses voeux, qu'il étudiait déjà dans les années 1990, qu'il soutenait déjà dans les années 1990. Dans nos sociétés fragmentées, pensez-vous qu'une langue puisse encore être le lien essentiel entre des communautés très diverses? C'est réellement cela, l'universalisme. Je voudrais dire ce qui a été mis en évidence par Bernard Le Charbonnier sur les grands problèmes politiques du XXe siècle et sur la façon de les surmonter. Au XXe siècle, il y a eu deux nouveaux concepts pour surmonter des crises importantes qui sont apparues en France. C'est le concept de la laïcité qui a été mis en évidence par Aristide Briand. Et la deuxième grande innovation politique du XXe siècle, c'est la francophonie, par Philippe Rossillon. Comment trouver une solution, un moyen de réunir ces pays qui devenaient indépendants et avec une notion qui n'est plus une notion française, qui n'est plus une notion coloniale, mais qui est une notion partagée, la langue française en partage. Cette universalité, ce partage entre les langues, cela, c'est la francophonie qui est mise en place avec Senghor, les présidents africains de l'époque, Diori Amieni, Bourguiba, avec aussi évidemment les Québécois qui ont participé à cette création de ce nouveau concept qui devait succéder à la période coloniale. Pierre Elliott Trudeau avait-il raison? Philippe Rossillon était-il un agent plus ou moins secret de la France agissant clandestinement au Canada? Alors, non à beaucoup d'égards. Tout d'abord, mon père n'était pas un agent de la France, ou plus exactement, il portait la politique de la France qui était la sienne. Il m'a toujours dit que dans toute sa carrière, il n'a jamais reçu une instruction. Il est allé représenter
son idée de la France. Et ça n'était absolument pas clandestin. Il rencontrait les responsables de l'éducation, les responsables des collectivités francophones, et il leur proposait des actions de coopération, des actions pour l'éducation, etc. Il y avait rien de secret, ni d'agent secret, mais évidemment c'était dans le concept de la révolution tranquille au Québec, de l'idée de l'indépendance du Québec que soutenait mon père. Et ça c'était vraiment la hantise du Canada et des services secrets du Canada qui poursuivaient partout mon père par des filatures, voilà. Et Trudeau donc l'a traité d'agent secret. Ensuite, ça a été repris dans un livre et les auteurs de ce livre ont été condamnés pour diffamation. Vous êtes venu avec un souvenir de votre père. Oui, je suis tombé sur ce numéro des Amitiés franco-acadiennes qui lui est dédié. Et un des auteurs dit à quel point la visite de Philippe Rossillon a changé l'histoire de l'Acadie. Et c'était un petit pays auquel qu'il avait découvert, auquel il a été extrêmement attaché. Il a recréé les relations avec la France qui étaient perdues depuis 1755. Et la visite des 4 mousquetaires acadiens en 1968 au général de Gaulle a été le grand moment de fierté de l'Acadie. Il allait dans le monde partout, il était partout chez lui, dans le monde entier, mais particulièrement en Acadie. Vous me recevez dans le musée de Montmartre, à Paris. Pouvez-vous m'en dire un mot ? Eh bien, ma présence ici est liée à ma famille, à la famille de mon père, puisque mon arrière-grand-père, Marius Rossillon, dit Augallo, était un artiste qui était affichiste montmartrois, qui a été connu par sa création du bibendum Michelin et qui a été considéré comme 100 ans plus tard, comme la meilleure publicité du monde, du siècle, du XXe siècle, dans le monde entier. Marius Rossillon-Augallo s'est beaucoup occupé de son petit-fils, mon père, lui a appris à dessiner, et mon père avait gardé l'esprit montmartrois de son grand-père. Et à la mort de mon père, j'avais décidé de faire une exposition Augallo sur ce grand-père, une exposition qu'aurait voulu faire mon père. Et en venant ici à Montmartre, Augallo était un artiste montmartrois, je suis allé visiter le musée de Montmartre et ça a été les premiers contacts qui m'ont ensuite conduit à rénover ce musée.